toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Pour le mois d'avril, nous avons choisi l'analyse de Todd Hargrove intitulée « Le renforcement à faible charge avec restriction du flux sanguin est efficace dans la prise en charge de la tendinopathie latérale du coude ». C'est un essai randomisé contrôlé par traitement placebo. Il y a 2 points clés dans cette revue. Le premier qui est que l'entraînement par restriction du flux sanguin, ou BFR, était supérieur à l'entraînement placebo par restriction du flux sanguin, soit le BFR fictif, dans le traitement de la tendinopathie latérale du coude. Les avantages du BFR par rapport au BFR fictif étaient faibles à modérés pour la douleur, la fonction et la récupération. Donc voyons les contextes et les objectifs de cette analyse. Le renforcement est souvent prescrit comme traitement de la tendinopathie latérale du coude, TLC, pour le reste du podcast. La recherche a montré que les avantages de l'entraînement contre résistance pour la TLC sont minimes, mais il n'y a pas eu de recherche sur le renforcement à faible charge avec restriction du flux sanguin, ou Blood Flow Restriction, soit le BFR. Cette étude a analysé les effets de l'entraînement par BFR sur la TLC par rapport à une intervention fictive. Quelle a été la méthodologie ? 46 patients atteints de tendinopathie latérale du coude ont été affectés au hasard au groupe de traitement par BFR ou au groupe de traitement fictif par BFR. Le groupe BFR a fait des exercices avec une pression d'occlusion artérielle complète de 40 à 50%, tandis que le groupe fictif a effectué les mêmes exercices avec seulement 20% de pression. Chaque patient a effectué des exercices supervisés avec BFR ou BFR fictif 2 fois par semaine pendant 6 semaines. Ils ont également reçu un programme d'exercice à domicile, un massage des tissus mous et des conseils. Les exercices étaient la flexion du coude, l'extension du coude, la flexion du poignet, l'extension du poignet, la supination du poignet et la pronation du poignet, en utilisant un haltère correspondant à 20% d'une répétition maximale. Chaque groupe a fait des étirements après le renforcement. Sur l'article en ligne, il y aura une vidéo de démonstration de ces exercices si cela vous intéresse. Ensuite, après 2 semaines, pour les 2 groupes, si les patients ne signalaient pas de douleur pendant ou après les exercices, d'autres exercices étaient ajoutés. Pompe contre le mur, flexion-extension du poignet à l'aide d'une barre en caoutchouc, préhension à l'aide d'une balle souple et exercice de tirage horizontal debout. Les principaux critères de jugement étaient l'intensité de la douleur, le score PRTEE, soit le Patient Rated Tennis Elbow Evaluation, la force de préhension sans douleur et l'évaluation globale du changement. Ces variables ont été mesurées au départ, à 6 et puis à 12 semaines. Les critères de jugement secondaires concernaient la force des fléchisseurs et extenseurs du coude et l'épaisseur du tendon extenseur commun. Quels ont été les résultats ? Alors le groupe BFR a obtenu de meilleurs résultats pour tous les critères de jugement principaux à certains moments, notamment l'intensité de la douleur à 12 semaines, le ratio de la force de la préhension sans douleur à 6 semaines et le PRTEE à 6 et à 12 semaines. De plus, les patients du groupe BFR avaient de meilleures chances de rapporter une récupération complète ou une amélioration significative à 6 et 12 semaines. Cependant, la plupart des différences entre les groupes étaient faibles et certaines n'étaient pas cliniquement significatives. Par exemple, la différence entre les groupes dans la réduction de l'intensité de la douleur à 12 semaines était de 1,5 points sur une échelle EVA à 10 points. Il n'y a pas de différence significative entre les groupes pour la force des extenseurs du coude ou l'épaisseur du tendon des extenseurs communs. Pour ce dernier point, il y a une figure 1 qui montre le score moyen pour les critères de jugement secondaires dans le BFR et le BFR fictif à 6 et à 12 semaines. Cette figure 1 montre différents ratios. Un ratio des fléchisseurs du coude, un ratio des extenseurs du coude, une épaisseur du tendon au niveau du capitellum, une épaisseur du tendon au niveau du radio-capitellaire. Sur chaque graphique, il y a 2 lignes, une ligne pour le groupe de traitement par intervention BFR et une ligne pour le BFR factice. On voit en effet que le ratio des fléchisseurs du coude et le ratio des extenseurs du coude est très similaire dans les 2 groupes. L'épaisseur du tendon au niveau du capitellum diminue au cours des 12 semaines pour les 2 groupes, avec une diminution plus nette pour le groupe d'intervention BFR, et la même chose pour l'épaisseur du tendon au niveau radio-capitellaire, avec une diminution de l'épaisseur du tendon sur les 12 semaines, et avec une diminution un peu plus marquée
pour l'intervention BFR. Les auteurs ont bien conclu que le renforcement par BFR peut améliorer les résultats dans la TLC. Alors voyons les limites de cette analyse et de cette étude. Car il convient de noter que certains patients présentaient des facteurs de risque qui rendaient plus probables les événements indésirables liés au BFR. Ensuite, les résultats de cette étude pourraient être différents chez les patients recevant d'autres traitements, tels que des infiltrations ou une orthèse. Enfin, l'étude n'a pas strictement contrôlé le volume total d'exercice entre les différents groupes. Alors, il y a des implications cliniques à cette recherche. La TLC, ou tendinopathie latérale du coude, est une pathologie courante qui peut causer de la douleur, réduire la force de préhension et altérer une grande variété de fonctions liées à l'utilisation de la main. Se référer aux articles 1 et 2 à la fin du podcast. L'exercice est considéré comme la meilleure option de traitement, mais ses avantages sont faibles par rapport à l'intervention passive. Se référer au 3e article. Il n'existe aucune preuve substantielle qu'un type d'exercice est plus bénéfique que d'autres pour la tendinopathie latérale du coude. L'entraînement par BFR est une méthode populaire de renforcement qui peut améliorer la force et la taille des muscles, favoriser l'adaptation des tendons et produire une hypoalgésie. Il peut s'agir d'une forme d'entraînement contre-résistance particulièrement utile lorsque d'autres formes de charge sont contre-indiquées ou trop douloureuses. Se référer au 4e article. Cette étude a révélé que le BFR était supérieur au BFR fictif pour la tendinopathie latérale du coude en ce qui concerne chaque critère principal de jugement, notamment la douleur, la fonction et la récupération. Les cliniciens peuvent envisager d'utiliser du BFR pour les patients appropriés souffrant de tendinopathie latérale du coude. Alors la référence de cet article a été écrite par Karanasio, Korakakis, Mutsuri, Xaria, Tsepis, Gyotsos de 2022. Low load resistance training with blood flow restriction is effective for managing lateral elbow tendinopathy, a randomized sham-controlled trial, dans le G-Orthop Sport Physical Therapy. Enfin, les références citées, la première, Barbara, Wang, Elbert, Edwards, Zeng. Lateral elbow tendinopathy, development of a pathophysiology-based treatment algorithm, dans le Orthopedic G-Sport Medicine, de 2016. Deuxième référence, Bisset, Vincenzino, Physiotherapy Man, Agreement of Lateral Epicondylalgia, dans le Journal Physiotherapy, de 2015. Troisième étude, Kumbes, Connolly, Bisset, Vincenzino, Economic evaluation favors physiotherapy, but not corticosteroid injections, as a first-line intervention for chronic lateral epicondylgia. Evidence from a randomized clinical trial, dans le British Journal Sport Medicine de 2016. Et enfin, quatrième et dernière référence, Ferlito, Besses, Oselame, De Marchi, The Blood Flow Restriction Training Effect in Knee Osteoarthritic People, a Systematic Review and Meta-Analysis, dans le Clinical Rehabilitation de 2020. C'est la fin de cet article et j'espère que vous y avez trouvé une pertinence clinique. Moi, je vous retrouve le mois prochain.